Le PDG millionnaire a suivi sa femme de ménage après l'avoir vue endormie en plein travail. Mais il a failli s'évanouir en découvrant une petite fille identique à lui. Le soleil ne s'était pas encore levé sur Paris lorsque l'appartement d'Étienne Morel, situé au dernier étage d'un immeuble luxueux du 16e arrondissement, s'emplissait déjà du bourdonnement silencieux de la cafetière automatique. À 38 ans, Étienne incarnait la rigueur et l'excellence à la tête de Lunaris, un des groupes technologiques les plus puissants d'Europe. Son emploi du temps, minuté à la seconde, ne laissait aucune place à l'imprévu. Chaque geste, chaque décision, chaque regard semblait avoir été calculé d'avance. Il s'éveillait chaque jour à 5h30 du matin, courait exactement 45 minutes sur son tapis, puis prenait un petit déjeuner à base de protéines, assis devant une tablette où défilaient les indicateurs de performance de son entreprise. Les couloirs de la Tour Morel, siège de Lunaris, s'animaient bien avant l'arrivée des premiers employés. Étienne y faisait son entrée à 7 heures précises. Costume impeccable, regard perçant, sans jamais un mot de « trop ». On le respectait, on le craignait aussi. Son bureau au mur d'un blanc clinique dominait la ville à travers d'immenses baies vitrées. Il ne supportait ni désordre ni retard, et ses décisions, souvent tranchantes, faisaient trembler jusqu'aux directeurs les plus anciens. Étienne n'avait ni amis proches, ni famille présente. Un père décédé depuis longtemps, une mère, distante vivant dans le sud, et aucun lien affectif en cours. Il ne s'autorisait ni erreur ni émotion. Ses rares loisirs étaient solitaires, lecture stratégique, documentaires sur l'intelligence artificielle, dîner dans des restaurants, où il n'adressait jamais la parole au serveur, plus que nécessaire. Il ne vivait pas, il performait. C'est dans ce théâtre de rigueur que Claire Dubois fit son apparition. Elle avait été embauchée par une entreprise de nettoyage sous-traitante pour s'occuper des bureaux aux horaires creux, tard le soir, après le départ de la majorité des cadres. Étienne ne l'avait remarqué que parce qu'elle n'avait pas laissé de traces. Pas une chaise déplacée, pas un écran sali. Son efficacité silencieuse avait éveillé son attention. Elle se déplaçait vite, sans bruit, les cheveux toujours attachés, le regard baissé, mais ses gestes trahissaient une fatigue profonde, presque douloureuse. Chaque fois qu'Étienne sortait tard d'une réunion ou rentrait brièvement dans son bureau pour récupérer un document oublié, il la croisait discrète et invisible comme une ombre. Il ne l'avait jamais vue parler à qui que ce soit, mais c'était cette fatigue-là, cette lassitude gravée dans ses traits, qui ne cessait de l'interpeller. Elle semblait porter un fardeau invisible, quelque chose de lourd, intime, qu'elle s'efforçait de dissimuler derrière une efficacité irréprochable. Elle n'avait jamais manqué un jour, jamais ralenti le rythme. Et pourtant, ses mouvements étaient ceux d'un corps en lutte. Étienne, pourtant peu curieux des autres, se surprenait à penser à elle une fois rentré chez lui. La première fois qu'il prit le temps de l'observer véritablement, ce fut par hasard. Il s'était rendu compte qu'il avait oublié un dossier sur l'un des serveurs de l'entreprise et décida de revenir vers 22 heures. Il n'y avait plus personne, sauf Claire. Il la vit alors s'asseoir quelques secondes dans un coin de la salle de pause, le dos contre le mur, les yeux fermés. Elle ne l'entendit pas entrer. Elle ne dormait pas vraiment. Elle s'effondrait comme si le moindre moment d'arrêt suffisait à la faire sombrer. Ce soir-là, il resta quelques secondes figé à l'entrée de la pièce avant de faire demi-tour sans bruit. Le lendemain, il se surprit à modifier légèrement ses horaires de départ, repoussant volontairement ses réunions du soir, comme pour croiser Claire sans que ce soit trop évident. Il la voyait alors passer avec son chariot de produits d'entretien, le regard toujours fuyant. Il ne savait rien d'elle, et cette ignorance le dérangeait. Pour un homme habitué à tout contrôler et tout comprendre, ce mystère éveillait un malaise nouveau, presque dérangeant. Étienne se mit alors à observer davantage. Il nota que ses vêtements, bien que propres, semblaient usés, que ses chaussures, toujours discrètes, montraient des signes d'un usage quotidien intensif, que ses yeux d'un brun profond fuyaient toute rencontre visuelle, mais scrutaient avec attention chaque recoin qu'elle nettoyait. Elle connaissait les lieux mieux que quiconque, mais agissait toujours comme si elle devait disparaître à chaque instant. Ce qui commença comme une simple curiosité devint bientôt une obsession silencieuse. Étienne, qui avait toujours su cloisonner, sa vie privée et professionnelle se découvrait pris dans un filet qu'il n'avait pas vu venir. Il commença à poser des questions indirectes à la responsable de la maintenance. Rien de compromettant, juste quelques mots.
Depuis quand cette employée travaille-t-elle ici? Toujours aussi ponctuelle? A-t-elle été affectée ailleurs avant ce bâtiment? Les réponses étaient vagues, les informations maigres. Claire semblait être une énigme que personne ne s'était jamais soucié de résoudre. Mais Étienne, lui, ne pouvait plus ignorer cette présence discrète et pourtant omniprésente. Chaque nuit, en rentrant dans son appartement immaculé, il pensait à cette femme qui, pendant ce temps, continuait à frotter le vitre de son bureau. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il devait savoir. Et pour la première fois depuis des années, Étienne Morel ressentit le besoin de comprendre quelque chose ou quelqu'un, sans que cela ne serve un objectif précis. Juste pour comprendre. Parce que cette femme, cette Claire Dubois, portait en elle une vérité qu'il pressentait essentielle. La nuit s'étendait sur Paris comme un voile pesant, étouffant les derniers bruissements de la ville. Au sommet de la tour Morel, l'immeuble paraissait désert, mais une lumière persistait dans l'un des bureaux du dernier étage. Étienne Morel, une fois de plus, avait prolongé une réunion avec des investisseurs japonais et s'était retiré dans sa salle de conférence, vidée de toute vie humaine, sauf la sienne. Les documents qu'il cherchait se trouvaient dans un classeur, oublié dans son bureau principal. Il n'avait pas prévu de revenir ce soir-là, mais une clause contractuelle mal formulée l'avait décidé à sortir de son appartement pour venir vérifier les originaux. Il entra dans l'espace principal avec l'assurance mécanique qui le caractérisait. Les couloirs s'étaient plongés dans une semi-obscurité, juste éclairés par les lampes de secours. À mesure qu'il s'approchait de la salle de pause, un bruit presque imperceptible, semblable à une respiration lente et profonde, attira son attention. Il s'arrêta un instant, fronça les sourcils, puis poussa doucement la porte vitrée. Ce qu'il vit le figea. Claire Dubois était là, recroquevillée sur le petit canapé gris qui faisait face à la machine à café. Elle ne dormait pas paisiblement. Elle s'était effondrée, les bras croisés sur son torse, les genoux repliés contre elle, la tête penchée sur le côté. Sa veste d'entretien servait de couverture de fortune. Ses chaussures avaient été retirées, placées avec soin à ses pieds. La pièce était silencieuse, mais son visage parlait d'épuisement pur. Pas le genre de fatigue qu'un sommeil d'une nuit répare, mais celui qu'on accumule pendant des années, que l'on dissimule derrière une discipline de fer, jusqu'au moment où le corps ne répond plus. Étienne resta là, immobile, les yeux fixés sur cette scène intime, presque déplacée dans le contexte glacial de son entreprise. Il aurait pu la réveiller, lui rappeler qu'il était interdit de dormir sur les lieux de travail. Mais il ne dit rien. Il observa. Son regard détailla ses traits, ses paupières lourdes, la tension encore visible sur ses tempes, même dans le sommeil. Il était troublé non par la transgression, mais par l'humanité crue de ce moment. Claire Dubois n'était plus seulement l'employée discrète et irréprochable. Elle était soudain devenue une personne tangible, vulnérable, complexe. Il recula lentement, sans faire de bruit, referma la porte avec une précaution qu'il ne s'était jamais autorisée, puis repartit sans les documents qu'il était venu chercher. Dans l'ascenseur, il se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne reconnut pas tout à fait son propre reflet. Il n'était plus simplement contrarié. Il était déstabilisé. Les jours suivants, Étienne ajusta subtilement ses déplacements dans le bâtiment. Il analysait ses allées et venues, se demandait à quelle heure elle arrivait, combien de temps celle passait à chaque étage, s'il y avait des jours où elle semblait plus accablée que d'autres. Il n'avait aucune intention consciente derrière cette surveillance, sinon une soif grandissante de comprendre ce qu'elle vivait. Il connaissait tous les indicateurs de performance de Lunaris, les flux logistiques, les taux de croissance. Mais ce visage marqué, cette sieste volée sur un canapé de salle de pause lui échappait. Un jeudi soir, après une réunion de direction particulièrement tendue, il descendit plus tôt que prévu. En sortant du bâtiment, il vit Claire au loin sur le trottoir, enfiler un manteau trop large sur son uniforme. Elle marchait vite, sac à la main, regard fixé sur le sol. Sans vraiment réfléchir, il fit demi-tour, monta dans sa voiture de fonction et démarra à une distance prudente. Elle prenait le métro. Il la suivit jusqu'à la ligne 6, la vit monter dans une rame bondée, se cramponner à une barre avec une fatigue résignée. Il resta sur le quai, regardant la rame s'éloigner. Le lendemain, il réitéra l'expérience, cette fois en restant dans le même wagon qu'elle, assis à l'autre extrémité.
Pendant 3 soirs, il la suivit ainsi, discrètement, de loin. Ce qui avait commencé comme une impulsion curieuse se transforma en routine silencieuse. Claire descendait toujours à la même station, dans une banlieue modeste au sud-est de Paris. Étienne, vêtu de manière plus discrète que d'habitude, marchait à quelques dizaines de mètres d'elle, notant les ruelles, les petits commerces fermés, les lampadaires grésillants. Elle entrait dans un immeuble ancien, propre mais défraîchi, situé dans une rue sans charme. Le 4e soir, il se risqua à s'arrêter de l'autre côté de la rue, à demi dissimulé derrière un abribus. Quelques minutes après que Claire eut pénétré dans l'immeuble, une lumière s'alluma au 3e étage. Étienne leva les yeux, le souffle suspendu, puis elle apparut. Mais ce ne fut pas Claire qui capta son attention. Une petite fille surgit à ses côtés, grimpant sur une chaise pour atteindre le rebord de la fenêtre. Elle portait un pull trop grand et des couettes mal attachées. Elle se mit à rire, un son étouffé par la distance, mais si pur qu'Étienne en ressentit un frisson étrange. Ce qui le glaça, ce ne fut pas la joie de l'enfant ni sa vitalité. C'était son visage, ses traits. Il la regardait incrédule alors qu'elle faisait des grimaces à son reflet sur la vitre. Il reconnaissait ses yeux, ses propres yeux, ce bleu intense, presque translucide, qu'aucune photo ne rendait fidèlement. Et cette manière de se pincer la lèvre inférieure en se concentrant, il la connaissait. Il l'avait vue sur des photos de lui enfant, sur des vidéos que sa mère gardait précieusement. Ce geste précis, il le reproduisait encore parfois, sans même s'en rendre compte. Il recula d'un pas, soudain pris d'un vertige. C'était impossible, totalement absurde. Et pourtant, il ne pouvait pas nier ce qu'il avait vu. Cet enfant ne ressemblait pas vaguement à lui. Elle lui ressemblait comme une version miniature de lui-même, projetée dans le présent par un sortilège cruel. Il ne bougea plus pendant plusieurs minutes, figé dans le froid de la rue. Puis, lentement, il se détourna et s'éloigna, le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait jamais ressenti en plein conseil d'administration. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il resta debout devant les grandes fenêtres de son appartement, revivant chaque détail, chaque mouvement, chaque expression du visage de cet enfant. Il passa en revue son passé, ses relations, ses souvenirs flous. Il tenta de rationaliser, de trouver une explication plausible. Mais plus il y pensait, plus la seule réponse cohérente lui paraissait inconcevable. Et pourtant, elle s'imposait à lui comme une vérité qu'il avait trop longtemps ignorée. Le jour suivant, Étienne arriva au bureau avec l'air encore plus grave que d'ordinaire. Son regard, d'habitude perçant et lucide, semblait distrait, comme si son corps était en pilote automatique, mais que son esprit s'était détaché de lui. Il passait en revue les chiffres trimestriels d'un œil absent, hochait la tête aux suggestions de ses collaborateurs sans s'entendre un mot. Sa concentration, pourtant légendaire, s'était évaporée. Ce n'était plus une question d'humeur ou de fatigue. C'était comme si quelque chose d'invisible le tirait vers une autre réalité, quelque chose qu'il n'arrivait pas à repousser malgré tous ses efforts. L'image de la petite fille dans la fenêtre revenait sans cesse. Son rire muet, ses traits, sa manière de se mouvoir, de toucher son visage. Étienne en était obsédé. Il aurait pu se convaincre d'une coïncidence s'il n'avait pas reconnu dans cet enfant non seulement ses cieux, mais aussi ses gestes, des gestes qui ne s'apprennent pas, qui viennent d'un endroit plus ancien, plus profond que l'imitation. Ce soir-là, il ne rentra pas chez lui. Il resta dans son bureau, les lumières éteintes, seul avec son ordinateur. Il ouvrit le logiciel d'archivage interne de l'entreprise et chercha dans les dossiers des anciens employés. Il n'avait pas l'habitude de manipuler ce genre de données personnellement, mais ses droits d'accès étaient illimités. Il entra le nom Claire Dubois et remonta 6 années en arrière. Les résultats furent rapides. Une fiche, une photo floue de badge, une affectation temporaire à la réception de l'Unaris pendant l'été de cette année-là. Il cliqua sur le document. Le dossier était succinct, embauché pour 3 mois, jamais en retard, aucune remarque, aucun signalement. Mais ce qui le fit frissonner, c'était la date d'entrée, juin, et surtout la date de fin du contrat, septembre, exactement 6 ans auparavant. Il se souvint alors de cette période, pas en détail, mais suffisamment pour se rappeler certaines soirées d'été passées à travailler tard, à descendre à la réception, à y croiser une jeune femme polie, au sourire discret, avec qui il avait échangé quelques banalités.
Il se souvint d'un soir particulier, après une réunion harassante. Il était resté plus tard que d'habitude, frustré par une décision du conseil d'administration. Claire était encore là. Il savait parler un peu plus que d'habitude. Elle lui avait offert un café. Il l'avait trouvée calme, intelligente, différente des autres. Ce soir-là, il avait rompu une règle tacite qu'il s'était imposée. Il l'avait invitée à dîner. Tout s'était enchaîné rapidement. Un dîner, une nuit, puis plus rien. Étienne n'était pas du genre à entretenir des liaisons. Il avait simplement oublié, classé ce moment dans la catégorie des erreurs humaines. Mais maintenant, tout prenait un sens effrayant. La fillette qu'il avait vue dans cette fenêtre, elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Peut-être 5 ans et demi au plus. Claire l'avait eue quelques mois après leur unique rencontre. Le choc fut physique. Étienne eut la nausée. Il se leva, vacilla légèrement, dut s'asseoir à nouveau. Il resta longtemps dans le noir, les mains jointes, le front appuyé contre elle. Il n'avait jamais envisagé la paternité, jamais désiré d'enfant. Il n'avait pas de place dans sa vie pour cette idée. Et pourtant, si cette hypothèse était exacte, et tout indiquait qu'elle était, alors une partie de lui vivait quelque part, sans qu'il n'en ait eu connaissance. Le lendemain, il prit sa voiture et retourna dans le quartier de Claire. Il resta dans la rue, garé de l'autre côté, derrière des vitres teintées, observant l'immeuble. En fin d'après-midi, il la vit sortir tenant la main de la petite. La fille portait une veste rouge trop grande pour elle et des chaussures éraflées. Elle sautillait, pleine d'énergie, en parlant avec animation à sa mère. Claire souriait, doucement, fatiguée mais tendre. Étienne resta figé, observant la scène. Il n'aurait pas su expliquer ce qu'il ressentait exactement. De la peur, oui, de la confusion surtout, et une étrange forme de responsabilité, inattendue, écrasante. Il suivit Claire et l'enfant jusqu'à une petite épicerie. Il les vit acheter du pain, un peu de fromage, un paquet de pâtes. Rien de superflu. Il devinait les restrictions, la prudence dans chaque choix. Puis elles rentrèrent. Étienne resta encore quelques minutes dans la voiture, les mains crispées sur le volant. Puis il démarra sans réfléchir, l'esprit en feu. De retour à son appartement, il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ouvrit une vieille boîte de souvenirs que sa mère lui avait confiée après la mort de son père. Il y avait là des photos, des lettres, des carnets de notes de son enfance. Il chercha fébrile des clichés de lui à l'âge de 5 ou 6 ans, et il les trouva. En les regardant, il eut un frisson. C'était comme si la photo s'était matérialisée dans la fenêtre de cet immeuble de banlieue. Même regard, même manière de tenir un jouet, même moue de concentration. Il s'écroula sur le canapé, incapable de lutter davantage contre l'évidence. Il ne pouvait plus se réfugier derrière l'idée de coïncidence. Il ne pouvait plus fuir. Il y avait une enfant quelque part, qui était peut-être, presque certainement, sa fille. Et elle vivait une vie simple, modeste, avec une mère épuisée, pendant qu'il régnait sur un empire numérique froid et silencieux. La culpabilité s'insinua en lui comme un poison. Il tenta de se raisonner. Claire aurait pu le contacter. Elle aurait pu lui écrire, lui parler. Pourquoi ne l'avait-elle pas fait? Mais même ses protestations intérieures sonnaient creux. Il savait, au fond, qu'il n'avait jamais laissé de place à une telle conversation. Il était un homme qu'on ne dérangeait pas. Un homme qui avançait coûte que coûte, et pourtant maintenant c'était lui qui était arrêté. Figé par cette vérité surgie du passé, une vérité qui allait bouleverser jusqu'à la dernière brique de la forteresse qu'il avait bâtie autour de lui. Le matin suivant, Étienne se leva avec la sensation d'avoir à peine dormi, comme si son esprit avait tourné toute la nuit dans une boucle de pensées sans issue. Il resta longuement assis au bord de son lit, les coudes posés sur ses genoux, le visage entre les mains. Chaque détail du visage de l'enfant, chaque souvenir de Claire, chaque doute non formulé venait marteler son esprit avec une intensité nouvelle. Pourtant, malgré l'évidence qui le taraudait, une partie de lui s'arc-boutait contre l'idée. Il ne pouvait pas être père, il refusait de l'admettre. Ce mot « père » n'avait jamais eu de place dans son existence. En sortant de son appartement, il décida de se comporter comme si de rien n'était. Il enfila un de ses costumes sombres, prit son café sans sucre et descendit dans son parking souterrain à 7h30 comme toujours. Mais même le ronronnement de sa berline silencieuse, même les habituelles salutations brèves des agents de sécurité à son arrivée au siège de Lunaris n'arrivèrent pas à effacer
le désordre intérieur. Son bureau lui semblait soudain étroit, presque hostile. L'écran géant diffusait des données en temps réel, mais il ne les regardait plus. Il avait devant lui le visage d'une enfant inconnue, un reflet vivant de lui-même, qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, dont il ne connaissait même pas la voix. Il tenta de rationaliser. Il fit des recherches sur les traits génétiques communs, les coïncidences morphologiques, les probabilités. Il se plongea dans des articles scientifiques, des forums obscurs, des études sur les phénomènes d'identification erronés. Il chercha tout ce qui pouvait discréditer son intuition, tout ce qui pourrait lui offrir une échappatoire crédible. Mais à chaque paragraphe lu, il sentait son propre raisonnement se fissurer. Rien de tout cela n'expliquait l'intensité du choc qu'il avait ressenti. Rien ne pouvait nier la reconnaissance instinctive qu'il avait traversée au moment où il avait vu la petite fille se pincer la lèvre, exactement comme lui. Son conflit intérieur le consumait. Il avait bâti sa vie sur une logique inébranlable, sur une maîtrise totale de chaque variable. Or, cette révélation échappait à toute prévision. Il ne l'avait pas choisie. Elle s'était imposée comme une faille dans le programme parfait de son existence. Une faille vivante, qui respirait, riait et portait peut-être son nom sans même le savoir. Il passa les jours suivants dans un état second. Il fuyait les regards de ses collaborateurs, refusait les pauses café, réduisait les réunions au strict minimum. Sa directrice administrative osa lui faire remarquer qu'il semblait préoccupé, ce à quoi il répondit d'un ton glacial que tout allait parfaitement. Mais il savait que même son masque commençait à se fissurer. Ses décisions perdaient en clarté. Il oublia des rendez-vous. Il signa un contrat sans l'avoir lu intégralement, chose impensable auparavant. Pour la première fois, le PDG redouté devenait une énigme pour ses propres équipes. Le soir, de retour chez lui, il évitait les miroirs. Il s'asseyait dans le noir, un verre d'eau à la main, fixant le vide. Il se remémorait les quelques heures qu'il avait passées avec Claire 6 Sense auparavant. Ce n'était pas une grande histoire, ni une passion, juste une parenthèse inattendue. Mais cette parenthèse avait peut-être donné naissance à un être humain. Et cela, il ne savait pas comment l'accepter. Il retourna dans ses archives personnelles, ouvrit ses anciens agendas électroniques. Il retrouva une entrée anodine. Dîner avec réceptionniste, mardi soir. Pas de nom, juste cette ligne. C'était tout ce qu'il avait laissé de cette nuit. Un détail, une note administrative parmi tant d'autres. Il s'en voulut, non pas d'avoir oublié, mais de n'avoir jamais pensé qu'une rencontre brève pouvait avoir des conséquences aussi profondes. Plus il pensait à Claire, plus il s'interrogeait. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Pourquoi ne l'avait-elle pas prévenue? Elle avait eu son adresse, son mail, même si sa fonction avait changé depuis. Il n'était pas difficile à retrouver. Avait-elle voulu l'épargner, le punir, ou simplement se protéger elle-même d'un homme qu'elle avait peut-être perçu comme inaccessible, insensible, inapte à l'amour ou à la paternité? Toutes ces hypothèses le hantaient. Il se demandait aussi quel genre de vie elle avait mené depuis. Une vie de mère célibataire, modeste, épuisante. Elle avait peut-être renoncé à ses rêves, mis de côté sa carrière, tout cela pour élever une enfant qu'il n'avait jamais connue. Cette pensée le frappa de plein fouet. Pendant qu'il prenait des décisions à 8 chiffres, qu'il négociait avec les géants de la Silicon Valley, une petite fille vivait sans savoir qui il était. Et une femme portait seule le poids de cette vérité. Il se sentait comme un imposteur. Non pas parce qu'il avait échoué à assumer un rôle qu'on ne lui avait jamais demandé de jouer, mais parce qu'il n'avait jamais envisagé qu'il puisse y en avoir un. Et pourtant, malgré la culpabilité, une autre émotion commençait à poindre. Une curiosité nouvelle, différente de la simple obsession des premiers jours. Une envie fragile, presque honteuse, de savoir qui était cet enfant. Comment elle vivait, ce qu'elle aimait. Était-elle drôle, sérieuse? Aimait-elle les livres? Était-elle heureuse? Ces questions le hantaient plus que toutes les variables financières qu'il avait affrontées dans sa carrière. Étienne se rendit compte qu'il ne pourrait pas fuir indéfiniment. Il y avait une part de lui qui avait été projetée dans le monde sans son accord, mais aussi sans sa présence. Et cette absence, il la sentait désormais comme un vide qu'aucun succès professionnel ne pourrait combler. Il n'était pas prêt à être père. Il ne savait même pas ce que cela impliquait. Mais il savait une chose. Il ne pouvait plus se contenter d'ignorer. Il fixa son agenda numérique, effaça un dîner prévu avec un investisseur londonien
et à la place, inscrivit une note personnelle discrète, presque dérisoire dans l'océan de ses engagements. Parler à Claire, car à défaut d'être certain de quoi que ce soit, il savait qu'il devait lui parler. Non pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais simplement pour savoir, pour comprendre, pour ne plus vivre dans cette fracture entre ce qu'il était et ce qu'il avait peut-être engendré. Et c'est ainsi que, sans encore s'en rendre compte, Étienne entama le plus grand bouleversement de sa vie. Non pas une crise, mais une lente mue intérieure qui allait faire vaciller toutes ses certitudes. Le jour où Étienne décida enfin d'agir, l'atmosphère dans les couloirs de l'Unaris était plus lourde que d'ordinaire. Le ciel au-dessus de Paris était gris, la pluie tombait en un rideau, finet, persistant, rendant l'air plus dense, presque collant. Dans son bureau, il tournait depuis plusieurs minutes en rond, les mains croisées derrière le dos. Il avait demandé à sa secrétaire de faire venir Claire Dubois, sous prétexte d'une vérification des procédures internes de sécurité. Une excuse suffisamment floue pour ne pas éveiller de soupçons, mais assez inhabituelle pour qu'elle accepte sans poser de questions. Lorsque Claire entra dans le bureau, elle était visiblement tendue, mais parfaitement polie. Elle portait son uniforme habituel, simple et soigné. Ses cheveux tirés en un chignon bas, elle se tenait droite, les bras légèrement crispés le long du corps. Étienne lui fit signe de s'asseoir, sans prononcer un mot. Il avait préparé mentalement cette rencontre à plusieurs reprises, mais à cet instant, tout ce qu'il avait prévu de dire s'évanouit dans un brouillard d'incertitude. « Merci d'être venue, Claire. Je voulais m'entretenir brièvement. »« Avec vous, dit-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. » Elle hocha la tête sans répondre. Son regard ne quittait pas le coin du bureau, évitant soigneusement ses yeux. « Je me suis rendu compte que je ne connais presque rien de votre parcours, » poursuivit-il. « Vous êtes ici depuis combien de temps déjà ?»« Presque 3 ans, monsieur. » Morel, il nota le monsieur, la distance volontaire. Il se racla la gorge, s'appuya contre son bureau, les bras croisés. « Avant cela, vous travailliez déjà dans l'entretien. »« Oui, j'ai eu plusieurs missions. Nettoyage industriel, hôtel, bureau, c'est ce que je fais depuis quelques années. » Un silence s'installa. Étienne sentit son cœur battre plus vite. Il ne voulait pas l'effrayer, ni la confronter de façon brutale, mais il devait savoir. « Vous avez toujours habité Paris ?»« Non, j'ai grandi à Chartres. Je suis venu ici après un moment difficile. » Il crut percevoir une ombre passer dans son regard. Il se pencha légèrement en avant. « Et votre famille? Vous vivez seul ?» Claire eut un mouvement, presque imperceptible, un retrait instinctif. « Je suis seul, oui, répondit-elle après une pause. Étienne sentit la tension monter dans sa gorge. Il jouait avec les mots, essayant de tisser un chemin vers la vérité sans l'imposer. Il la regarda, hésita, puis lâcha enfin la question qui lui brûlait les lèvres. « Vous avez des enfants, Claire ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Claire baissa les yeux, serra les mains sur ses genoux. Elle ne répondit pas tout de suite. Étienne, lui, ne bougea pas, suspendu à cette absence de mots, à ce vide sonore qui disait tout. Quand elle releva enfin la tête, ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Pourquoi cette question ?» murmura-t-elle. Il inspira profondément. Ah, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Parce que je crois que j'ai vu votre fille, et elle m'a rappelé quelqu'un. » Claire se leva d'un coup. Pas violemment, mais avec cette urgence que l'on ressent quand on se sait soudainement mise à nu. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait une issue dans les murs du bureau. Étienne resta immobile, respectant sa réaction, comprenant, sans juger. « Je dois retourner au travail, » dit-elle enfin, d'une voix tremblante. « Claire, attendez. Je ne veux pas vous faire peur, je veux juste comprendre. Si j'ai tort, dites-le moi, mais si j'ai raison, je crois que j'ai le droit de savoir. » Elle le fixa un instant. Ses yeux lançaient 1000 messages contradictoires. La peur, la colère, la fatigue, mais aussi une pointe de tristesse. Puis elle sortit sans un mot de plus. Étienne ne la retint pas. Il savait qu'il venait de briser quelque chose, ou peut-être d'ouvrir une porte. Le reste de la journée se déroula comme dans un rêve brumeux. Il signa des contrats sans y prêter attention, repoussa 2 réunions, prétexta un mal de tête. L'image de Claire debout dans son bureau, bouleversée, hantait son esprit. Il ne savait pas encore si elle reviendrait, si elle accepterait de parler, mais une chose était certaine. Il ne pourrait plus faire marche arrière.
Cette nuit-là, Étienne ne chercha pas à dormir. Il resta éveillé, assis dans son salon silencieux, en regardant de vieilles photos de lui enfant qu'il avait numérisées après la mort de son père. Il essayait de superposer ses souvenirs à l'image de la petite fille dans la fenêtre. C'était devenu une obsession. Il ne voulait pas la réclamer, il ne savait même pas s'il le pouvait, mais il avait besoin de vérité. Pas pour la contrôler, mais simplement pour l'accueillir. Le lendemain matin, il apprit que Claire avait demandé un jour de congé. Il en fut profondément troublé. L'idée de l'avoir poussée à fuir l'angoissait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pourtant, quelque chose lui disait qu'elle ne fuyait pas par peur de lui, mais par peur du poids qu'elle portait depuis trop longtemps seule. Et pour la première fois de sa vie, Étienne Morel ne savait pas quoi faire. Il avait bâti des empires, influencé des marchés, conquis des sommets. Mais face à cette femme et à cet enfant, il se sentait démuni, presque fragile. Et dans cette fragilité, il découvrait un territoire qu'il n'avait jamais exploré, celui du lien humain. Pas celui que l'on signe avec des contrats sous que l'on mesure en pourcentage, mais celui brut, inconfortable, qui oblige à se regarder face. Ce n'était que le début, mais il le savait déjà. Cette conversation silencieuse, ce regard, ce non-dit, avait changé quelque chose d'irréversible. Claire rentra chez elle ce soir-là en évitant tout contact visuel, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. À peine eut-elle refermé la porte de l'appartement qu'elle s'appuya contre le bois, comme si elle avait besoin d'un appui solide pour ne pas s'effondrer. Sa fille, Juliette, était dans le salon, assise au sol, absorbée par un dessin qu'elle coloriait avec application. Claire l'observa un instant sans un mot, bouleversée par l'intensité de ce qu'elle venait de vivre quelques heures auparavant. Ce n'était plus une crainte diffuse, c'était un compte à rebours. Étienne savait, ou au moins il soupçonnait, et maintenant, elle ne pouvait plus fuir. Elle laissa tomber son sac, s'agenouilla près de Juliette, la serra dans ses bras avec une force contenue, comme si ce geste pouvait la protéger de tout ce qui menaçait de surgir du passé. Juliette, habituée à l'affection silencieuse de sa mère, ne posa pas de questions. Elle se contenta de poser sa tête contre son épaule, les doigts encore tachés de feutre. Une fois Juliette couchée, Claire resta seule dans la cuisine, devant une tasse de thé refroidi qu'elle ne buvait jamais. Les souvenirs la prirent d'assaut, avec la brutalité d'un raz de marée. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était un fragment suspendu dans une vie autrement banale. Étienne Morel, alors jeune directeur, charismatique, inaccessible, l'avait remarqué lors de ses pauses tardives. Ils avaient échangé quelques mots, des sourires prudents. Puis une nuit, après une réunion tardive, il l'avait invitée à dîner. Elle s'en souvenait comme si c'était hier. Ce dîner n'avait rien eu de romantique, mais il avait été inattentif, presque humain. Étienne lui avait parlé de sa carrière, de ses ambitions, avec cette passion froide qui le définissait. Elle avait été surprise par son honnêteté brute. Et puis il y avait eu ce moment de faiblesse, une nuit partagée, douce mais sans promesse. Claire ne s'était pas fait d'illusions. Elle savait qu'elle n'aurait plus de nouvelles, et elle n'en avait pas eu. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle avait compris être enceinte. Elle avait alors tenté de le joindre une seule fois. Elle avait envoyé un message à l'adresse e-mail professionnelle qu'elle avait gardée, mais sans réponse. Elle n'avait pas insisté. Étienne était monté en grade, avait changé de service, puis de continent. Elle n'avait jamais été certaine qu'il ait reçu son message. Et même s'il l'avait lu, elle doutait qu'un homme comme lui s'y attarde. Elle avait donc décidé de tout affronter seule. Les mois de grossesse avaient été marqués par la solitude, l'incertitude, mais aussi une étrange détermination. Elle avait quitté Paris un temps, trouvé refuge chez une cousine à Orléans. Elle avait travaillé comme serveuse, puis dans un pressing. Chaque euro économisé avait été consacré à la naissance de Juliette. Elle n'avait jamais pensé à l'abandon ni à la colère, seulement à la survie. Quand Juliette était née, elle avait su immédiatement que la ressemblance avec Étienne serait impossible à dissimuler. Les mêmes yeux, ce bleu glacé, presque irréel, les traits du visage, finement ciselés, le port de tête altier. Chaque fois qu'elle croisait le regard des autres, elle craignait qu'il pose des questions. Mais personne ne faisait le lien. Étienne appartenait à un autre monde, un monde inaccessible, où Juliette n'avait jamais mis l'espied. Claire avait toujours dit à sa fille que son père était un homme qu'elle avait connu un jour, mais qu'il n'était pas prêt à être papa.
Elle avait évité les mensonges, mais aussi les détails. Juliette ne posait pas beaucoup de questions. Elle semblait instinctivement comprendre qu'Esa mère portait un poids invisible et faisait tout pour l'alléger. Ce soir-là, cependant, ce poids devenait insupportable. Claire savait qu'Étienne ne reculerait pas. Il était le genre d'homme qui ne laissait rien au hasard. S'il avait reconnu Juliette, et elle savait qu'il l'avait fait, il chercherait des réponses. Et cette fois, elle ne pourrait plus l'ignorer. Elle s'en voulait. Pas d'avoir gardé le secret, mais de l'avoir gardé si longtemps. Elle avait voulu protéger Juliette d'un monde qu'elle jugeait cruel, mécanique, froid. Elle ne voulait pas que sa fille devienne un pion dans le jeu de pouvoir d'un homme comme Étienne. Elle avait vu dans ses yeux la discipline, le calcul, l'absence d'espace pour l'émotion. Elle l'avait trouvé fascinant, mais jamais rassurant. Et pourtant, une part d'elle se demandait si elle avait eu raison. Étienne n'était plus l'homme de ses souvenirs. Il avait changé. Son regard lors de leur rencontre dans le bureau n'était pas celui d'un PDG arrogant. Il avait été troublé, humain, presque vulnérable. Elle avait lu dans ses yeux quelque chose d'autre, une peur sourde, une incertitude nouvelle. Et cela l'avait déstabilisée plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle savait qu'elle devrait lui parler. Bientôt. Lui dire ce qu'il n'avait jamais su. Mais elle ne savait pas comment, ni quand. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne voulait pas que Juliette souffre. Elle ne voulait pas qu'elle devienne un enjeu, un dossier, une décision prise entre deux réunions. Elle se leva, alla vérifier que Juliette dormait paisiblement, puis s'assit au bord de son lit. Elle effleura doucement les boucles brunes de sa fille et murmura à voix basse « Je ferai ce qu'il faut, pour toi, toujours ». Dans l'obscurité, seule avec ses remords, Claire comprit que le temps des secrets touchait à sa fin. Elle ne pourrait plus protéger Juliette de tout. Mais peut-être pouvait-elle lui offrir une vérité qui ne soit pas une blessure, mais un pont. Une chance infime que ce père inconnu devienne autre chose qu'une silhouette floue dans les récits du passé. Et dans cette fragilité mêlée de courage, elle prit la résolution de ne plus fuir. Étienne n'avait pas pour habitude d'hésiter. Chaque décision dans sa vie avait été prise avec méthode, précision, et une absence quasi chirurgicale de doute. Pourtant, depuis cette conversation interrompue avec Claire, il errait dans un état de flottement qui lui était étranger. Sa confiance, autrefois inébranlable, semblait s'éroder par touches invisibles, comme une statue rongée lentement par le vent. Mais au cœur de ce désarroi croissant, une certitude demeurait. Il ne pouvait pas rester dans l'incertitude. Il devait savoir. Il retourna une fois de plus aux archives internes de l'Unaris. Mais cette fois, il ne se contenta pas de consulter la fiche de Claire. Il fouilla dans les journaux de sécurité de l'époque, retrouva les enregistrements d'accès, des badges électroniques. Il découvrit que Claire avait été affectée à la réception principale pendant exactement 87 jours, de juin à septembre, 6 ans auparavant. Ces dates correspondaient parfaitement à la période dont il se souvenait. Chaque jour où il avait terminé tard, chaque semaine de cette époque coïncidait avec sa présence. Il consulta aussi les anciens plannings, les courriels internes, les annotations d'agenda. Tout prenait une forme cohérente jusqu'au moindre détail. Le doute n'était plus tenable. Il y avait bien eu un contact. Et si la grossesse avait suivi peu après, alors oui, la chronologie s'alignait. Il imprima les documents, les étala sur son bureau. Mais au lieu d'y trouver du réconfort ou une satisfaction froide de vérificateur, il ressentit un vide immense. Il décida que cette fois, il irait directement chercher la vérité, sans détour. Il ne voulait plus observer de loin, interpréter des silences, suivre des ombres. Il avait besoin d'une réponse claire, même si elle devait être douloureuse. Il quitta le siège de l'Unaris sans prévenir, monta dans sa voiture et prit la direction du quartier où Claire vivait. Il savait déjà quelle rue, quel immeuble, quel étage. Il avait retenu le moindre détail de cette façade usée. En arrivant, il coupa le moteur, regarda longuement la porte d'entrée, puis sortit sans hésiter. Il gravit les marches, traversa le couloir étroit et s'arrêta devant la porte de Claire. Il frappa 2 coups. Sec mais non agressif, elle ouvrit quelques secondes plus tard, visiblement surprise de le voir là. Elle tenait une éponge dans une main, un tablier noué à la taille, et son visage trahissait la fatigue d'un quotidien sans répit. Elle resta sans voix pendant un instant, puis s'effaça doucement pour le laisser entrer.
Étienne pénétra dans l'appartement modeste, propre mais marqué par l'usure. Il y avait des dessins d'enfants au mur, des livres empilés dans un coin, des jouets soigneusement rangés sur une étagère. « Je ne suis pas venu pour exiger quoi que ce soit, dit-il d'emblée, posant son manteau sur le dossier d'une chaise. Je veux juste comprendre. » Claire se dirigea vers la cuisine, posa l'éponge, puis s'assit en face de lui à la petite table. Elle semblait tendue mais pas hostile. Étienne la fixa, les mains croisées. « Elle s'appelle Juliette, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête. « Elle a 5 ans. Presque 6. Et elle est... » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux, puis releva lentement la tête. « Oui, elle est votre fille. » Il n'y eut ni cri ni effondrement. Juste ce mot, cette phrase, qui suspendit le monde autour d'eux. Étienne inspira profondément. Il sentit quelque chose se briser en lui, une digue qu'il avait bâtie toute sa vie. Il s'appuya contre le dossier de la chaise, ferma les yeux une seconde puis les rouvrit. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» Claire le regarda, droite, calme. « Parce que je vous connaissais, parce que je savais ce que vous étiez. Devenu. Et parce que je ne voulais pas que ma fille soit une case dans votre agenda. Elle mérite d'être aimée, pas contrôlée. » Ces mots, durs mais sincères, résonnèrent comme un écho dans l'esprit d'Étienne. Il n'essaya pas de se défendre. Au fond de lui, il savait que Claire avait raison. Il s'était construit une vie où l'humain n'avait jamais été qu'une variable à maîtriser. Il n'avait jamais laissé la place à l'imprévu, à la tendresse, à la vulnérabilité. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. « Maintenant, je ne vous dois rien, Étienne. Pas d'excuses, pas de place. Juliette ne sait pas qui vous êtes. Elle ne vous attend pas. Elle a sa vie, ses repères, et moi je l'ai élevée avec tout ce que j'avais. Je ne veux pas la bouleverser, je veux juste apprendre à la connaître, petit à petit. Si vous me le permettez. » Claire le fixa longuement, cherchant peut-être un mensonge dans ses mots, un calcul dans son regard. Mais il n'y avait que du trouble, de la sincérité maladroite. Elle se leva, alla jusqu'à une étagère, prit un album photo et le lui tendit. Étienne ouvrit le recueil avec lenteur. Il y avait là les premières années de Juliette, bébé joufflu, souriante, puis ses premiers pas, ses dessins, ses anniversaires. Il sentit ses yeux picoter. Une chaleur étrange lui montra la gorge. « Merci », murmura-t-il. « Ne me remerciez pas. Ce n'est pas un cadeau, c'est une ouverture, fragile, et qui peut se refermer à tout moment. » Étienne acquiesça, referma doucement l'album, le posa sur la table. Il se leva, remit son manteau. « Je ne forcerai rien, mais je ne m'éloignerai pas non plus. » Claire ne répondit pas. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, la main posée sur la poignée. « Si elle vous voit, elle pensera que vous êtes un ami. Ce sera déjà beaucoup. » Il quitta l'appartement sans se retourner. Mais en descendant les marches, il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant, parce qu'il venait d'entrer enfin dans une vérité qu'il avait ignorée pendant trop longtemps. Et cette vérité avait un nom, un visage, une voix qu'il n'avait pas encore entendue, mais qui allait bientôt devenir la chose la plus précieuse de sa vie. Le retour à son quotidien fut une épreuve silencieuse. Étienne Morel, homme de rigueur et de domination, se vit soudain confronté à une réalité qu'aucun tableau de bord ni indicateur de performance ne pouvait quantifier, celle de sa propre humanité. En apparence, rien ne semblait avoir changé. Il reprenait chaque matin le chemin de la tour Morel, son costume impeccable, sa démarche précise, son visage fermé. Mais à l'intérieur, un conflit profond le rongeait. La conversation avec Claire avait ébranlé les fondations de son univers. L'aveu, aussi simple soit-il, que Juliette était sa fille, résonnait comme un écho douloureux incapable de se dissiper. Les premiers jours, il tenta de s'enfoncer davantage dans le travail. Il organisa une série de réunions internes, relança des projets dormants, réévalua les budgets de plusieurs filiales. Il voulait, comme il l'avait toujours fait, éteindre l'émotion par l'action. Mais l'illusion de contrôle vacilla plus vite qu'il ne l'aurait cru. Ses décisions devenaient impulsives, ses remarques tranchantes au point d'humilier. Plusieurs cadres supérieurs, d'ordinaire loyaux, commencèrent à se confier entre eux. Le murmure s'étendait. Quelque chose n'allait pas. Son corps, lui aussi, trahissait le désordre. Il se réveillait en pleine nuit, couvert de sueur, hanté par des rêves où Juliette apparaissait et disparaissait sans qu'il puisse l'atteindre. Il oubliait de manger. Sa main tremblait parfois lorsqu'il signait des documents.
Lors d'une présentation, devant des investisseurs étrangers, il perdit le fil de ses idées, s'interrompant brutalement avant de quitter la salle sous prétexte d'une urgence. C'était la première fois qu'un tel incident survenait dans sa carrière. L'orgueil d'Étienne fut profondément blessé. Il, l'homme que rien ne déstabilisait, vacillait. Et le pire, c'est qu'il n'avait personne à qui le confier. Il se convainquit pendant un temps qu'il pouvait encore faire machine arrière, que cette vérité, bien qu'authentique, pouvait être tenue à distance, que Juliette pouvait continuer à vivre sa vie sans qu'il y interfère. Il pensa même que Claire avait peut-être raison. Il n'était pas fait pour être père. Ce rôle impliquait de l'espace, de la patience, du chaos, 3 choses qu'il fuyait instinctivement. Et pourtant, chaque fois qu'il croisait une enfant dans la rue, chaque rire dans un parc, chaque dessin naïf accroché à un mur d'école, éveillait en lui une douleur sourde, diffuse. Ils étaient toujours crus insensibles à la fragilité. Mais maintenant, il comprenait que cette fragilité-là, celle d'un lien brisé avant même d'exister, pesait sur lui avec une violence inédite. Il se mit à errer le soir, seul dans sa voiture, longeant les quartiers populaires, les rues silencieuses de banlieue. Il repassait devant l'immeuble de Claire sans descendre, se contentant de regarder la lumière de l'appartement s'allumer ou s'éteindre. Parfois, il apercevait Juliette passer devant la fenêtre, une silhouette vive et insouciante. Ces instants le bouleversaient. Il voulait frapper à la porte mais restait figé, incapable de franchir ce seuil invisible qui séparait le monde froid où il régnait et celui chaud mais fragile qu'il contemplait de loin. Une nuit, en rentrant, il retrouva un ancien album photo dans sa bibliothèque. Ce n'était pas celui de sa mère, mais le sien, qu'il avait commencé à l'adolescence et abandonné à l'âge adulte. Il y avait des images de lui enfant, puis adolescent, puis jeune diplômé. Il vit le regard qu'il avait à 12 ans, la même lumière qu'il avait perçue chez Juliette. Ce fut un choc. Il comprit que ce qu'il avait perdu, bien avant même de savoir qu'il avait une fille, c'était une partie de lui-même qu'il avait sacrifiée au nom de l'efficacité, du succès, de la domination. Le déni ne tenait plus, mais l'orgueil lui résistait. Il lui chuchotait que revenir maintenant, c'était admettre sa faiblesse. Qu'ouvrir la porte, c'était renoncer à la forteresse qu'il avait bâtie autour de son identité. Qu'en se rapprochant de Juliette, il s'exposait à l'échec, au rejet, à la douleur. Et l'idée même d'échouer dans ce rôle, celui qu'il n'avait jamais voulu, mais qui désormais le hantait, lui semblait insupportable. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le bâtiment de l'Unaris, il croisa le regard d'un jeune stagiaire qu'il n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. Ce garçon, à peine sorti de l'école, le salua avec un respect mêlé d'une crainte presque naïve. Étienne se vidant ses yeux comme dans un miroir, et pour la première fois, il ne se reconnut pas. Il comprit que la peur qu'il inspirait, cette distance glaciale qui faisait sa réputation, était aussi la raison pour laquelle il était seul. Il se demanda alors ce que Juliette verrait en lui si elle apprenait un jour la vérité. Un géant intouchable? Un étranger? Ou un homme qui, malgré ses erreurs, avait voulu rattraper le temps perdu? Cette pensée le frappa de plein fouet. Il ne voulait pas être un fantôme dans la vie de sa fille. Il voulait au moins essayer d'exister, même maladroitement, même lentement. Le même jour, il prit un carnet vierge, et pour la première fois depuis des années, il écrivit non pas un plan stratégique, ni un discours d'actionnaire, mais des pensées. Il écrivit ce qu'il ressentait, ce qu'il regrettait, ce qu'il espérait. Chaque mot était une pierre arrachée au mur de son orgueil. Et à mesure qu'il écrivait, il sentit que quelque chose en lui se transformait, lentement, doucement, inéluctablement. Ce carnet, il ne savait pas encore s'il le remettrait un jour à Claire ou à Juliette. Mais il savait qu'il en avait besoin pour survivre à ce chaos nouveau, pour se reconstruire non pas scène PDG mais en homme, en père peut-être, si on lui en laissait la chance. Le carnet d'Étienne devint une sorte de rituel silencieux. Chaque soir, en rentrant de l'Unaris, il s'asseyait dans son salon plongé dans la pénombre, un verre d'eau posé à côté de lui, et il écrivait, pas pour être lu, ni même pour se soulager pleinement, mais pour tenter de comprendre ce qu'il devenait. Les pages s'accumulaient, emplies de phrases inachevées, de souvenirs flous, de questions sans réponse. Il y parlait à Juliette, comme s'il lui écrivait des lettres qu'elle ne lirait peut-être jamais. Il lui racontait son enfance, ses peurs, ses ambitions, ses silences.
ce qu'il aurait voulu qu'on lui dise, ce qu'il n'avait jamais su dire à personne. Ce journal secret l'aidait à garder le cap dans un monde où tout, soudainement, paraissait instable. Mais le besoin de voir Juliette, de l'observer, de vérifier par lui-même cette connexion qu'il ressentait de plus en plus intensément, devint irrésistible. Un samedi après-midi, alors que le ciel surplombait Paris d'une lumière pâle et uniforme, Étienne reprit le chemin du quartier de Clères. Il évita de garer sa voiture devant l'immeuble, préférant se fondre dans la foule discrète d'un petit square situé en face. De là, il pouvait voir les fenêtres, sans être vu. Au bout d'une vingtaine de minutes, il la vit. Juliette. Elle sortait de l'immeuble avec Claire, vêtue d'un manteau bleu clair, les cheveux attachés en 2 petites nattes. Elle tenait une peluche usée sous le bras. Elle se dirigeait vers le square, et Étienne, le cœur battant, se leva lentement de son banc. Il ne s'approcha pas. Il les observa à distance, dissimulés derrière un arbre. Juliette courait vers un petit module de jeu, grimpa avec agilité sur un toboggan, puis s'arrêta au sommet, les bras écartés comme un funambule. Claire, assise sur un banc, la surveillait avec une attention détendue, le regard parfois perdu dans le vide. Ce qui frappa Étienne à cet instant, ce ne fut pas seulement la joie de l'enfant, c'était la précision des gestes, leur familiarité. Juliette attrapa un livre d'images dans son petit sac à dos, l'ouvrit et se mit à aligner les pages par thème, puis à trier les images selon leur taille. Étienne en resta figé. Il avait eu cette même manie enfant, celle d'organiser le monde autour de lui pour le rendre compréhensible. Sa mère le taquinait souvent à ce sujet. Il plaçait ses voitures miniatures en ligne droite, ses feutres classés par nuances de couleurs, ses jouets rangés selon leur fréquence d'utilisation. Le moindre geste de Juliette devenait pour lui une réminiscence de sa propre enfance. Lorsqu'elle réfléchissait, elle fronçait le nez légèrement vers la droite. Un tic que personne ne lui avait appris. Lorsqu'elle se concentrait, elle murmurait des phrases à elle-même, comme s'il lui fallait entendre ses pensées pour les fixer. Étienne avait fait exactement la même chose à l'école primaire. Ces détails, si intimes, si uniques, ne pouvaient pas être le fruit du hasard. Ils étaient inscrits en elle, transmis comme une partition silencieuse. Il sentit une émotion brutale l'envahir, mêlée de tendresse, de culpabilité et d'émerveillement. Juliette n'était pas seulement sa fille par le sang, elle était un écho vivant de ce qu'il avait été, une mémoire incarnée de ce qu'il avait oublié ou renié. Et dans cette découverte, il ne trouva pas de soulagement, mais un poids immense. Car chaque trait partagé, chaque geste miroir, lui rappelait à quel point il avait été absent, à quel point il avait raté les premières fois, les premiers mots, les premiers pas, les premiers chagrins. Lorsque Juliette tomba jouant, se releva seule, frotta ses genoux sans pleurer. Étienne sentit son souffle se bloquer. Il aurait voulu courir vers elle, la prendre dans ses bras, la rassurer. Mais il resta à distance, témoin silencieux de cette résilience. Claire s'était levée, était venue vers elle, avait simplement posé la main sur son épaule. Un geste, tout sans excès, une habitude, une danse apprise à 2 sans lui. Il resta encore 1 heure sans oser approcher. Lorsque mère et fille quittèrent le parc, il attendit qu'elles aient disparu au coin de la rue pour se lever. Il marcha sans but précis, longeant les façades, les vitrines, les arrêts de bus comme un homme déraciné. Il n'avait plus envie de rentrer chez lui. Son appartement, vaste et silencieux, lui semblait maintenant trop vide, trop froid. Les surfaces brillantes, les lignes épurées, la perfection apparente, tout cela ne l'apaisait plus. Il comprenait désormais que le confort n'était pas la paix, quel ordre n'était pas la plénitude. En rentrant malgré tout, il s'arrêta dans une librairie du Marais. Il parcourut les rayons sans but, puis s'arrêta dans la section jeunesse. Il ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait, Metz. Doit finir par se poser sur un livre illustré qu'il connaissait, Le Petit Prince. Un exemplaire relié, au dessin délicat, au papier doux. Il l'acheta sans réfléchir. Il ne savait pas quand ni comment il le remettrait à Juliette, mais il voulait que ce livre soit le premier d'une collection. Une collection qu'il construirait lentement avec elle, s'il en avait le droit. Cette nuit-là, dans son carnet, il écrivit longuement. Il parla des traits familiers, de ses toboggans, de ce livre, de cette chute discrète. Il ne pleura pas. Étienne ne pleurait pas. Mais sa main trembla en traçant les lettres. Il comprenait peu,
À peu que la paternité n'était pas une responsabilité abstraite, ni un statut qu'on pouvait refuser ou accepter comme un contrat. C'était un lien, une présence, un miroir inattendu. Et ce miroir, désormais, il ne pouvait plus le fuir. Chaque geste de Juliette, aussi simple soit-il, devenait une clé. Et Étienne, pour la première fois, voulait apprendre à les tourner, toutes. Non pas pour comprendre sa fille, mais pour apprendre à la connaître pas à pas, à travers les fragments d'elle qui lui rappelaient ce qu'il était et ce qu'il aurait pu être s'il avait su aimer plus tôt. Ce fut par une fin d'après-midi pluvieuse qu'Étienne prit la décision irrévocable d'aller frapper à la porte de Claire, sans rendez-vous, sans message préalable. Il avait préparé mentalement cette scène des dizaines de fois, l'avait réécrite dans sa tête à l'infini, l'envisageant comme une négociation, une discussion posée, voire un échange de vérités sobres. Mais plus il approchait de la porte d'entrée de l'immeuble, plus il sentait son cœur cogner contre sa cage thoracique, avec une force presque douloureuse. Il n'était pas là en tant que PDG, ni comme ancien amant. Il était là en tant qu'homme, perdu, démuni, en quête d'un regard. Et ce regard, il espérait le croiser pour la première fois dans les yeux de Juliette. La porte s'ouvrit après 2 longues secondes de battement. Claire, en tenue de maison, ouvrit sans surprise, comme si elle s'attendait déjà à cette visite. Elle ne dit rien au départ, se contenta de le regarder en silence, avec une sérénité presque résignée. Étienne ne demanda pas la permission d'entrer. Elle se décala légèrement, le laissant pénétrer dans le petit appartement, qu'il commençait à connaître en détail par cœur. L'odeur de soupe aux légumes flottait dans l'air. Sur la table, un puzzle à moitié complété reposait entre 2 tasses. Des livres d'histoire étaient empilés près du canapé. Il y avait dans cette pièce une vie entière, modeste mais chaleureuse, si différente de son propre univers, glacial. Étienne resta debout, ses mains jointes, le regard fixé sur la pièce comme s'il cherchait un point d'ancrage. « Elle est dans sa chambre », dit Claire calmement. « Elle ne sait pas. » « Pas encore. » Étienne hocha lentement la tête. Il ne savait pas vraiment ce qu'il allait dire. Il avait répété des discours entiers, des déclarations de responsabilité, d'intentions sincères, mais au moment crucial, les mots lui échappaient. Ce fut Juliette elle-même qui interrompit le silence. Elle surgit dans le salon tenant un carnet de coloriage, son visage éclairé par la vivacité de l'enfance. Lorsqu'elle vit Étienne, elle s'arrêta net, puis tourna les yeux vers sa mère, comme pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un intrus. « C'est le monsieur du parc ?» demanda-t-elle soudain. Claire hésita une fraction de seconde avant de répondre, avec une douceur qui ne trahissait rien. « Oui, il est venu nous rendre visite. » Juliette s'approcha alors d'un pas curieux, sans peur, les sourcils légèrement froncés comme elle le faisait en cas de réflexion intense. Elle tendit la main vers lui naturellement, comme si elle sentait que ce lien allait au-delà de toute introduction. « Tu es l'ami de maman ?» Étienne, pris de court, sentit un blocage. Dans sa gorge. Il se baissa à son niveau, posa ses genoux au sol et lui tendit la main à son tour. « Oui, » répondit-il d'une voix étranglée. « Je suis un ami. » Juliette le fixa longuement, puis sourit comme satisfaite de la réponse. Elle se retourna, alla chercher un dessin sur la table et le lui tendit. Un paysage naïf, fait de maisons tordues, d'un soleil trop jaune et d'un ciel violet. C'est moi et maman dans notre parc. J'ai mis un monsieur à côté parce que tu étais là aussi, même si tu faisais semblant de lire un livre. Claire détourna le regard, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Étienne, lui, sentit un frisson lui parcourir le dos. Juliette l'avait vu, l'avait intégré à son univers sans même connaître son identité. Il caressa doucement le papier, puis le plia avec précaution. « Je peux le garder ?»« Oui. »« J'en ai d'autres. » Elle retourna jouer, satisfaite, et laissa les 2 adultes seuls dans la pièce. Étienne se releva lentement, encore secoué par cette interaction si simple et pourtant si puissante. Claire lui tendit une tasse de thé qu'il accepta sans un mot. « Elle est vive, » dit-il après une longue gorgée, curieuse, organisée, trop, même pour son âge. Elle tient ça de son père. Le silence qui suivit ne fut pas lourd. Il fut nécessaire. Étienne le laissa s'installer, comme un drap sur un lit mal fait, puis reprit doucement. « J'ai peur de la perturber, de briser ce que vous avez construit ensemble. Tu pourrais, c'est vrai.
Mais tu pourrais aussi lui offrir quelque chose que moi je ne peux pas. Pas de cadeau ni d'école, cher, mais une vérité, une présence. Je ne sais pas être père. Moi non plus, je ne savais pas être mère. On apprend. Avec des erreurs, mais on apprend. Il posa la tasse, se tourna vers elle. J'aimerais la voir un peu, pas tous les jours, pas à imposer, juste être là, de loin d'abord. Puis, plus près si elle le veut, Claire acquiesça lentement. Commence par les mercredis après-midi, je travaille. Elle est à la maison. Tu peux venir la voir. Tu lui liras un livre. Tu l'écouteras. Et tu verras. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le regard qu'il posa sur elle était suffisamment clair. Pour la première fois, Claire ne vit plus le dirigeant de Lunaris, ni l'homme du passé, ni le spectateur silencieux dans les parcs. Elle vit un père en devenir maladroit, incertain mais sincère. Un homme qui peut-être allait apprendre à aimer en se laissant guider par une enfant qui ne demandait qu'à le découvrir. Juliette revint en courant, un livre à la main. « Tu sais lire Le Petit Prince. C'est difficile. » Étienne sourit pour de vrai, une expression rare, désarmée. « Je crois que je peux essayer. » Et tandis qu'il ouvrait le livre à la première page, la voix tremblante mais décidée, il sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines qui suivirent la lecture du Petit Prince marquèrent un tournant discret mais radical dans la vie d'Étienne Morel. Ce qu'il avait cru être une exception, un instant volé, devint peu à peu une habitude. Tous les mercredis après-midi, il passait la porte de l'appartement de Claire, accueilli par le même sourire timide de Juliette et le regard attentif, parfois méfiant mais de plus en plus paisible, de Claire. Il ne posait jamais de questions directes, ne cherchait pas à imposer une autorité qu'il savait illégitime. Il venait, s'asseyait sur le tapis ou sur une chaise trop basse et il écoutait. Juliette parlait beaucoup, d'histoires inventées, d'amis d'école, de rêves absurdes. Parfois, elle posait des questions précises sur les livres, sur le monde, sur le pourquoi des choses. Étienne, déstabilisé au début, trouva dans ces dialogues une forme de clarté qu'aucune réunion stratégique ne lui avait jamais offerte. Il ne cherchait pas à répondre parfaitement, mais à répondre sincèrement. Et cette sincérité, il l'apprenait au contact d'une petite fille de 5 ans et demi. Ce fut Juliette elle-même qui, au bout de la 4e visite, commença à l'appeler mon oncle, un surnom né sans doute d'une tentative d'attribuer un rôle à cet homme qui n'était ni tout à fait un ami, ni tout à fait un inconnu. Claire n'intervint pas. Elle laissa faire. Étienne accueillit ce surnom comme un baume. C'était une porte entr'ouverte. Cette routine fragile tenait en équilibre, comme un mobile suspendu au-dessus du vide. Étienne faisait attention à ne pas en perturber le mouvement. Mais il restait un homme d'action, habitué à intervenir, à vouloir organiser, améliorer. Un mercredi, alors qu'il quittait l'appartement, il demanda à Claire s'il pouvait les aider financièrement, non pas en déposant de l'argent, mais en proposant de payer une meilleure école pour Juliette, ou un logement plus spacieux. Claire le regarda, longuement, sans répondre immédiatement. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que je vois ce que vous portez seul. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de meilleur, et que je peux l'offrir. Ce n'est pas ce qu'elle demande, Étienne. Elle ne vous regarde pas comme un banquier. Elle vous regarde comme une présence. Et pour une fois dans votre vie, ce que vous êtes compte plus que ce que vous pouvez acheter. » Il comprit immédiatement qu'il avait dépassé une limite invisible. Il voulut se rattraper, expliquer que ses intentions étaient sincères, qu'il ne cherchait pas à acheter sa place. Mais Claire avait déjà refermé la porte intérieure, celle de l'alerte maternelle, celle qui surgit quand on sent une menace, même involontaire. Elle ne lui interdit pas de revenir, mais la tension s'installa. Les visites suivantes furent plus froides. Juliette le remarqua bien sûr à sa manière d'enfant intuitive. Elle lui demanda un jour en caressant la couverture d'un livre « Tu es fâché avec maman ?»« Non », répondit Étienne après un silence. « On apprend encore à se parler. Moi je t'aime bien, même si tu ne sais pas bien lire les voix. » De sorcière. Ce fut une phrase anodine, mais elle le toucha profondément. Il réalisa que dans son désir de réparer, il risquait de recommencer les mêmes erreurs, contrôler, structurer, imposer. Il avait pensé bien faire, mais ce monde-là, celui de Juliette et Claire, ne fonctionnait pas avec les mêmes règles que le sien. Il revint la semaine suivante, les mains vides, sans proposition,
sans suggestion, juste pour écouter. Claire ne dit rien, mais il sentit qu'elle le voyait, qu'elle comprenait qu'il avait entendu le message. L'atmosphère se détendit doucement. Les silences redevinrent naturels, les échanges sincères. Juliette reprit ses envolées lyriques, ses jeux de rôle, ses questions insolubles. Étienne, patiemment, reprit sa place dans cette comédie de l'enfance. Un jour, alors que Juliette dessinait sur le sol, Claire s'assit près de lui, tenant une tasse d'été entre ses mains. « J'ai eu peur, dit-elle simplement, moi aussi. Peur que tu veuilles tout gérer, comme une entreprise. Je ne sais pas faire autrement. C'est ce que je redoutais. Mais je vois que tu essaies. » Ils restèrent silencieux un moment, à observer Juliette aligner ses crayons. Elle parlait toute seule, inventait une histoire, où un cheval pouvait lire et un nuage parlait 3 langues. Étienne sourit. « Je ne pensais pas pouvoir ressentir autant pour une personne que je connais si peu. Ce n'est pas vrai, Étienne. Tu la connais mieux que tu ne crois. Comment ça? Parce qu'elle est toi, parfois. Et tu ne t'en rends même pas compte. » Il sentit une boule dans la gorge. Claire ne le disait pas comme une accusation. C'était une simple constatation. Et elle était vraie. Juliette avait son regard, sa manière de se concentrer, son obstination silencieuse. « Je ne veux pas lui faire de mal, Claire. Alors ne promets rien que tu ne pourras pas tenir. Sois là, quand tu peux. » Mais pour de vrais points, cette nuit-là, Étienne rentra chez lui et relut toutes les pages de son carnet. Il comprit qu'il écrivait depuis le début non pas pour Juliette, mais pour lui-même, pour exorciser un rôle qu'il n'avait jamais voulu, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Il commença un nouveau carnet, un qui ne serait pas une confession, mais un récit. Des souvenirs qu'il partagerait un jour avec elle, des moments, des détails. Le jour où elle l'avait appelé « mon oncle », le jour où elle l'avait défendu face à un dragon imaginaire, le jour où elle lui avait appris à faire une tresse à une poupée. Ce carnet, il ne le donnerait pas tout de suite, mais un jour il le ferait, et il y ajouterait cette phrase qu'il avait griffonnée à la dernière page, presque machinalement. « Je ne sais pas encore comment être père, mais je sais que je ne veux plus jamais être absent. » Il n'y avait rien de plus périlleux que le silence après une tentative maladroite. Étienne apprit à ses dépens durant les semaines qui suivirent cette tension avec Claire. Même si les visites avaient repris un rythme régulier, quelque chose flottait dans l'air, une fragilité, une retenue. Les échanges entre lui et Claire étaient devenus mesurés, prudents, presque diplomatiques. Il avait cru à tort que sa proposition d'améliorer la vie matérielle de Juliette serait reçue comme une évidence. Mais il comprenait désormais qu'aux yeux de Claire, cela ressemblait à une tentative d'ingérence, peut-être même de rachat affectif. Et c'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu éviter. Un jeudi soir, alors que Juliette dormait déjà, Étienne resta un peu plus longtemps dans l'appartement. Claire, assise sur le petit canapé, sirotait une tisane visiblement épuisée. Étienne, debout devant la fenêtre entr'ouverte, regardait les lampadaires projeter leur lumière pâle sur le trottoir désert. « Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Il se retourna lentement, hésitant à répondre. Puis il s'assit en face d'elle, les coudes posés sur ses genoux. « Je n'ai pas voulu m'imposer. Je pensais juste que ton aide était logique, naturelle. Un geste de responsabilité. Oui. » Claire le fixa un long moment. Son regard n'était ni accusateur ni distant. Il était las, authentique. « Ce que tu n'as pas compris, Étienne, c'est que depuis 6 ans, chaque centime que j'ai gagné, chaque choix que j'ai fait, c'était pour préserver Juliette d'un monde où l'argent remplace l'attention, où le confort masque l'absence. Et tu penses que je suis ce monde-là. Je pense que tu as passé toute ta vie à croire que ce que tu pouvais offrir valait plus que ce que tu pouvais ressentir. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. Étienne ne trouva rien à répondre immédiatement. Elle avait touché une vérité qu'il portait depuis des années et qui, jusque-là, ne l'avait jamais dérangé. Il s'était construit autour de cette idée que la réussite justifiait tout, que l'efficience suffisait, qu'être utile était plus important qu'être présent. Mais devant Claire, cette croyance semblait soudain fade, insuffisante. « Je n'ai jamais su comment être autrement, murmura-t-il. Ce n'est pas une excuse, et tu le sais, tu as eu le choix, tu l'as toujours eu, mais tu ne l'as jamais exercé autrement qu'en pensant à toi, ton confort, ton image, ton pouvoir.
Étienne sentit sa gorge se nouer. Il n'était pas habitué à ce genre de confrontation. Il les fuyait ou les dominait. Mais avec Claire, il ne pouvait rien contrôler. Il était obligé de se montrer tel qu'il était, et cette vérité nue lui faisait mal. « Tu me vois comme un homme froid, n'est-ce pas? Je te vois comme un homme blessé. Tellement blessé qu'il a érigé une forteresse autour de lui. Et maintenant que quelque chose ou quelqu'un tente d'entrer, tu paniques. » Il ferma les yeux un instant, inspirant lentement. Puis, il releva la tête. « C'est vrai, je suis paniqué, pas parce que j'ai peur de Juliette, mais parce que je réalisais ce que j'ai raté, ce que j'aurais pu vivre. Les premières années, les premiers mots, les nuits blanches, les colères, les fous rires. Je n'étais pas là. Et maintenant que je veux l'être, j'ai peur qu'il soit trop tard. » Claire posa sa tasse, croisa les bras sur sa poitrine. « Il n'est pas trop tard. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Être père, ce n'est pas être un sauveur. Ce n'est pas corriger une trajectoire, c'est marcher à côté, sans devancer, sans rattraper. Juste être là. » Étienne hocha lentement la tête. Il ressentait une douleur étrange, douce et âpre à la fois, comme si ses fondations intérieures se redessinaient, pierre après pierre. « Et toi, Claire? Tu me parles de présence, d'accompagnement, de constance. Mais toi aussi, tu as fui. Tu aurais pu me prévenir, tu as choisi seul que je ne devais pas savoir. » Thomas privé de la possibilité d'échouer, mais aussi de celle d'essayer. Claire pâlit légèrement. Elle ne s'attendait pas à ce renvoi. Elle prit quelques secondes pour digérer les mots, puis répondit d'une voix posée. « Oui, j'ai eu peur de toi. J'ai eu peur que tu refuses, que tu méprises, que tu prennes sans se comprendre. Et peut-être que je me suis trompée. Peut-être que j'aurais dû tenter. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête non plus. J'ai fait ce que j'ai cru juste, ce que je pouvais. Alors on a tous les deux fui. Oui. Et maintenant ? » Le silence revint, mais cette fois, il ne portait pas de tension. Il portait une ouverture, une faille commune où les deux pouvaient enfin se regarder avec honnêteté. Maintenant, je veux faire partie de sa vie, pas pour me racheter, mais parce que je les en. C'est viscéral, elle est là, elle existe, et je ne peux plus me contenter de l'aimer de loin. Alors prouve-le, pas avec de l'argent, ni des mots, avec du temps, de la patience, de l'écoute. Et toi, tu peux me faire confiance ? Claire le regarda longuement. « J'apprends. » Comme toi, ils restèrent là, face à face, deux adultes porteurs de blessures anciennes, mais désormais prêts à les nommer. Juliette, dans sa chambre, rêvait sans doute de dragons, de bateaux volants ou de forêts magiques. Sans le savoir, elle était en train d'ouvrir une brèche dans deux cœurs barricadés depuis trop longtemps. Ce soir-là, Étienne rentra chez lui plus léger, mais aussi plus conscient. Il ne suffisait pas d'apparaître. Il fallait rester. Et pour cela, il allait devoir désapprendre, désarmer, désirer autrement. Pas comme un conquérant, mais comme un homme qui, pour la première fois, comprenait que l'amour ne se construit pas avec des plans. Il se tisse, lentement. Et parfois, au prix de la douleur. Les mois qui suivirent en cette soirée de vérité partagée furent marqués par une transformation silencieuse, presque imperceptible, mais profondément ancrée dans la vie d'Étienne. Morel. Il n'y eut ni grand geste, ni révélation fracassante, seulement une série de petits actes répétés avec constance, une présence bâtie pas à pas, à l'abri des projecteurs, loin des impératifs de productivité et de performance, qui avaient régi toute son existence jusqu'alors. Étienne s'était engagé non pas par obligation, ni par culpabilité, mais parce que quelque chose en lui avait changé de manière irréversible. Il vint chaque semaine, parfois 2 fois. Juliette l'attendait désormais avec excitation, l'accueillant, avec ses dessins, ses histoires, ses inventions du jour. Elle avait cessé de l'appeler mon oncle. Le mot s'était évaporé naturellement, remplacé d'abord par Étienne, puis, par moments, par un simple « toi », dit avec une familiarité enfantine qui portait en elle toutes les nuances d'un lien qui se tissait. Claire observait ces échanges sans intervenir. Elle restait discrète, mais elle voyait. Elle voyait la manière dont sa fille riait plus fort, posait des questions plus profondes et dormait plus sereinement les soirs où Étienne avait passé du temps avec elle. Un soir, alors qu'ils marchaient tous les trois dans le parc près de l'immeuble, Juliette serra la main d'Étienne et dit comme une évidence « Tu sais, tu pourrais être mon papa. J'aimerais bien. » Claire s'arrêta net. Étienne, lui, sentit son cœur manquer un battement.
Il se pencha, se mit à hauteur de l'enfant et la regarda dans les yeux. « Et toi, tu voudrais que je sois ton papa ?»« Oui, mais pas le genre. De papa des dessins animés. Juste toi, comme maintenant. » Claire, silencieuse, ne dit rien. Elle comprenait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Et elle ne le redoutait plus. Cette phrase, simple mais bouleversante, fut comme un sceau. Étienne n'en parla pas tout de suite. Il ne s'en vanta pas. Il ne chercha pas à en faire un événement. Il la garda précieusement, comme un secret sacré, comme une preuve discrète mais éclatante qu'il avait réussi à toucher quelque chose de vrai, de vivant. Quelques semaines plus tard, Juliette devait faire une présentation scolaire. Une petite mise en scène où chaque élève devait parler d'un rêve ou d'une personne qu'il admirait. Clairel l'avait aidé à répéter, l'avait coiffé, habillé. Elle l'avait accompagné à l'école ce matin-là. Étienne, de son côté, n'avait pas été invité. Juliette ne savait pas encore comment l'intégrer publiquement. Mais il y alla quand même. Il s'assit au fond de la salle, vêtu de manière discrète, parmi les autres parents, tuteurs, enseignants. Quand Juliette monta sur scène, tenant une petite fiche entre les mains, elle chercha un instant dans la salle. Leurs regards se croisèrent. Elle sourit, timidement, puis commença. « Moi, je vais vous parler d'un rêve. Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un qui écoute, qui lit de livres avec une voix drôle, qui aide les autres sans qu'on le demande. Quelqu'un qui vient même quand il fait froid. Quelqu'un qui est là. Comme mon papa. » Il n'y eut pas de tonnerre d'applaudissements, ni de larmes publiques. Seulement une vague silencieuse qui traversa Étienne de part en part. Claire, 2 rangs devant lui, se retourna légèrement, le regarda sans sourire, mais avec une intensité claire. Elle aussi avait compris. En quittant l'école, Étienne marcha seul jusqu'à son appartement. Il n'avait pas besoin de compagnie. Ce qu'il venait de vivre, il devait l'intégrer lentement, avec gravité. Il rentra, ouvrit son carnet, celui qu'il n'avait plus touché depuis quelques semaines, et écrivit « Elle m'a appelé papa, pas comme un titre, pas comme un devoir, mais comme une évidence. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que je n'étais pas devenu un autre homme. J'étais juste devenu moi-même. » Le lendemain, il prit une décision radicale. Il convoqua son conseil de direction et annonça qu'il quittait temporairement ses fonctions de PDG. Il parla de projets personnels, d'une nécessité de restructuration intérieure. On le regarda avec étonnement, certains avec scepticisme, d'autres avec respect. Mais aucun ne contesta. Il avait bâti un empire. Il pouvait bien pour une fois choisir de construire autre chose, une vie. Les semaines suivantes, il consacra plus de temps à Juliette, mais aussi à Claire, pas dans l'espoir de raviver une ancienne flamme, mais dans l'envie sincère de construire une relation nouvelle, une amitié solide, fondée sur l'estime, la mémoire, le respect de leurs silences respectifs. Ils commencèrent à partager des repas, à aller ensemble au marché du quartier, à se retrouver chez Claire même. Quand Juliette était chez une camarade, ils parlaient du passé sans rancune, du présent avec prudence et de l'avenir avec une lucidité émue. Un soir, alors qu'ils étaient tous les 3 dans le salon, Juliette s'endormit contre Étienne, sa tête nichée dans le creux de son bras. Claire les observa puis murmura « Tu sais, je n'ai jamais cru que tu arriverais jusque-là. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Il regardait Juliette, ses traits détendus, sa respiration calme. « Moi non plus, répondit-il. Enfin, mais parfois, pour trouver ce qui compte vraiment, il faut tout perdre. Même l'illusion du contrôle. » Claire hocha la tête. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Et ainsi, sans éclat, sans drame, Étienne Morel, l'homme que l'on croyait indestructible, comprit que sa plus grande victoire ne serait jamais écrite dans un bilan financier, mais dans le regard d'une petite fille qui, sans le savoir, lui avait appris à être un homme.